Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC. Maria Chapdelaine, et cette semaine, la visite paroissiale du préfet, on le reçoit à chaque année, on aime ça. Monsieur Luc Simard, préfet de la MRC, Maria Chapdelaine. Salut Luc. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. MRC, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Depuis qu'on s'est parlé, il y a eu le COVID. On sait que ça nous a affecté tout le monde. Je veux pas nécessairement qu'on s'étire là-dessus, mais j'aimerais que tu nous parles en fait de ta perception, de qu'est-ce qu'on doit faire, puis comment ça a changé nos rapports au travail sur le territoire en fait pour la MRC Maria Chapdelaine, cette pandémie. Bien, le COVID, ça a eu un impact majeur chez nous. Là. Pour nous autres, pour la MRC en tant que telle, il a fallu travailler avec les entreprises, rejoindre les entreprises, voir leurs besoins. Puis on ne se le cache pas, ça a été très, très difficile pour beaucoup d'entreprises. On a eu une belle été au niveau touristique quand même. Ça a été surprenant. Mais au niveau commercial, c'est pas évident. Nos entreprises s'en tirent bien, mais il y a des programmes qui sont là. On a mis en place aussi des programmes au courant de l'été. On a vraiment été proactifs. On a rejoint les entreprises. Donc, on a vraiment travaillé fort. Mais je tiens à souligner aux gens qu'on est dans le jaune actuellement, dans la zone jaune. Il faut qu'on conserve nos bonnes habitudes, il faut qu'on soit rigoureux, strict, qu'on respecte les consignes, parce que si on retourne dans la zone rouge ou orange ou rouge, on risque d'avoir des très gros problèmes. Puis là, ça va faire vraiment mal à nos entreprises qui risquent de fermer puis se priver de services. Hein, c'est des services qui nous offrent à nous, les citoyens. Donc, il faut qu'on conserve nos bonnes habitudes. C'est un message qu'on veut lancer. Oui, continuez de faire attention, oui. Continuez d'acheter local aussi, d'encourager les entreprises locales, c'est important parce que c'est comme ça qu'on se crée un esprit de communauté et qu'on est capable de survivre ensemble. Effectivement. On a besoin de ces entreprises-là, puis c'est toujours agréable d'avoir ces services-là chez nous, mais si on les jette en ligne, on n'aura plus moyen d'aller acheter local quand on aura besoin d'acheter des choses rapidement. Parce que ça ne sera plus là. Ça ne sera plus là, exactement. Puis je tiens à mentionner qu'on fait beaucoup de campagnes de financement pour les jeunes ou pour différentes causes. Puis c'est ces entreprises-là qui donnent. Là. On est très, très, très généreux dans notre milieu. Les entreprises donnent beaucoup. Mais si ces entreprises-là ne sont plus là, bien, les campagnes de financement pour les bonnes causes, pour le hockey mineur ou pour la natation, peu importe, on ne sera plus capable de ramasser des sommes pour faire vivre des expériences à nos jeunes. Oui, parce que l'entreprise, elle le sait, est impliquée dans un milieu, puis elle sait qu'en s'investissant dans son milieu, le milieu va à un moment donné redonner, le considérer, puis c'est un travail qui est circulaire à quelque part. Et si tu coupes ça en prenant pas soin de tes entreprises, ben à un moment donné, il ne faut pas que tu pleures quand ils vont fermer. Effectivement. Ouais. Bon, ben assez parlé du COVID, là, on en entend tout le temps parler, on veut parler d'autres choses. Maria Chapdelaine, le film, le tournage est terminé, puis vous avez fait un beau partenariat avec les producteurs, si je comprends bien. Oui, on a eu des belles discussions avec le producteur, puis on a eu... je tiens à remercier aussi Sébastien Pilote d'être venu tourner son film chez nous, parce que c'est un de ses films plus grand public. Hein. Il va rejoindre une grande part de la population, même les jeunes, c'est une histoire d'amour de jeunes. Je pense que ça va rejoindre à peu près toutes les sphères de la population. Mais il aurait pu tourner à Montréal, ça aurait été très facile avec des décors préfabriqués en studio de tourner un film comme ça, mais il a choisi de venir chez nous, puis en plus d'un milieu pas facile, isolé, pas d'électricité. Donc c'est vraiment une belle marque de confiance, on le remercie, on est très heureux de ça. Puis on a choisi d'être partenaire aussi avec eux. Donc on a une licence de droit dérivé qu'on a achetée avec le producteur du film, qui inclut l'utilisation de droits, l'utilisation d'images, tout ça, oui. Puis on organise des concours, vous allez surveiller, il y a des concours qui s'en viennent aussi en lien avec le film, en lien avec notre territoire aussi. Donc, il y a des choses très, très intéressantes au niveau du Québec. On va pouvoir faire la promotion de notre territoire. Donc, l'objectif, c'est de vendre notre territoire au niveau touristique, de se servir du film pour faire connaître notre coin de pays. L'héroïne du film porte le nom de notre MRC, donc c'est un peu naturel qu'on s'associe avec eux autres. Je pense que c'est une opportunité qu'on ne pouvait pas manquer. Puis en plus de ce partenariat-là, ben, on acquiert aussi les bâtiments. Il y a 3 bâtiments sur place qui ont été construits spécifiquement pour le film parce que Sébastien Pilote voulait tourner le film dans des conditions réelles et non dans des décors de cinéma. Là. Donc on a ces bâtiments-là aussi qu'on a développé un partenariat avec 2 municipalités. Parce que nous, on ne voulait pas être le promoteur d'un projet comme ça. On voulait qu'il y ait des promoteurs qui lèvent la main sur le territoire. Okay. On a mis sur pied un comité avec nos intervenants touristiques du territoire pour voir comment on pourrait déployer des projets touristiques avec ces infrastructures-là. Et on a Normandin, la municipalité, et Péribonka qui ont levé la main, et le musée, bien entendu, pour mettre tout ça en valeur. Puis avec le transfert du musée au centre-ville de Péribonka en plus, c'est comme idéal, là, tout ce qui arrive. Oui, puis il y a une belle opportunité parce que l'an prochain, c'est la ville de Normandin qui va faire l'animation du site. Donc, on va travailler avec la ville là, pour trouver un concept, puis animer le site, puis amener des touristes là, donc, puis faire une promotion pour amener des touristes chez nous. Et
en plus, l'année prochaine, le musée est tout en redéploiement. Il ne sera pas ouvert au public. Donc, c'est une belle opportunité de donner une vitrine au musée en même temps dans le secteur normandin. Et par la suite, 2022 ou 2023, ça reviendra sur le site de Péribonka. Donc, le fonctionnement reste à définir. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces bâtiments-là, Péribonka? Mais je pense que c'est vraiment une belle entente. C'est nos deux portes d'entrée. Il faut mentionner Normandin et Péribonka, donc nos deux portes d'entrée ouest et est au niveau touristique. Donc, ça fait vraiment, là, j'étais vraiment très heureux. Puis ça montre qu'on travaille en concertation, qu'on travaille ensemble, on est capable de faire des beaux projets. Donc, on est très, très satisfaits. On a aussi le musée qui va être très impliqué. On a les costumes. Tous les costumes du film sont inclus là-dedans. Tous les outils qui ont été utilisés pour le film. Donc, on a beaucoup d'objets qu'on va pouvoir mettre en valeur. C'est vraiment, là, je pense, un beau projet qui a de l'avenir qui reste à définir. Et il reste le bâtiment Lagrange, que celui-là n'est pas inclus là, dans le déménagement à Péribonka. Donc, il reste à définir le concept qu'on peut faire, mais c'est un bâtiment superbe, là, en bois, brut. C'est vraiment très, très beau, assez grand. Okay. Donc, on a beaucoup de possibilités encore à travers ce projet-là de déployer. Mais... Oui, en développement, mais on a quand même beaucoup de choses attachées. Là. Puis quand vous avez approché les producteurs, ce qui était un peu craintif ou ils ont fait « bon, quelle bonne idée ». Non, ils ont vraiment là, démontré beaucoup d'ouverture. Le producteur, M. Pierre Evans, Item 7, c'est le producteur du film Crazy, d'ailleurs, qui a gagné des prix Génie au Canada. A démontré beaucoup d'ouverture. Il nous a fait une proposition, donc on a discuté sur cette proposition-là avant d'en arriver à une attente. Mais on a discuté cette semaine, ils sont très heureux du lancement qu'on a fait la semaine dernière. Vous avez dû voir l'affiche sur la salle de spectacle. La première affiche du film, il va en sortir d'autres au courant de l'année, mais ça devrait être un très bon film, on est très confiants. Oui, clairement. J'imagine qu'on devrait avoir même des projections dans le coin. On risque d'avoir la première au Canada dans notre MRC. Je voulais pas le dire, mais... on travaille là-dessus, mais on voulait plus parler de COVID. Là. On ne sait pas encore la sortie du film. Ça devrait être aux fêtes. On espère que ça va se maintenir. Parfait, super. Je voudrais parler... vous avez développé un fonds de développement pour les entreprises. Oui. C'est en lien avec... Est-ce que c'est en lien avec le COVID ou c'est en général? Non, c'est en général. Nous à la MRC, on a fait notre planification stratégique, mais à travers ça, quand je suis arrivé en poste, je voulais qu'on revoie un peu nos fonds pour les adapter d'une façon mieux adaptée là, aux besoins de développement qu'on a dans le milieu. Donc, on a fait une révision complète de nos fonds. Puis une des demandes qu'on avait, c'était de la part de nos municipalités d'être plus impliqués dans le développement économique, parce qu'ils voulaient aussi s'impliquer dans le développement économique au même titre que la MRC le fait. Okay. Puis on tient à mentionner que les organismes reconnus, les instances reconnues au niveau du développement économique par le gouvernement du Québec, c'est les MRC. Okay. Donc c'est le palier de gouvernement avec lequel le gouvernement transige pour le développement économique. Puis c'est pour ça qu'on a plusieurs fonds, là. Le fonds Région et Ruralité, entre autres, pour faire du développement économique. Donc, en même temps, il faut comprendre le gouvernement. On a 86 MRC au Québec, mais on a 1100 municipalités. On a commencé à transiger avec chacune des municipalités. C'est pas facile. Puis les MRC sont là pour faire de la concertation territoriale, du développement territorial aussi. Je pense qu'on joue très bien notre rôle à ce niveau-là. Mais à travers ça, nous, à la MRC, on s'est doté aussi de mini-centrales. On a 2 mini-centrales en partenariat. On a des revenus aussi sur les ressources naturelles, Péribonka 4 et autres. Et ces ressources-là, on les investit dans notre développement. Donc, on investit dans le développement de projets structurants. On parle, entre autres, la piscine ici, là, mais on a la passerelle du 49e, on en a plein d'autres projets. On a aussi un fonds municipal où les municipalités peuvent investir pour être plus attrayantes, plus attractives. Donc, on a ce fonds-là qui est destiné aux municipalités, mais les municipalités voulaient aussi faire du développement économique. Donc, ils ont la possibilité d'en mettre à même leur budget pour aider les entreprises en subvention. Et nous, on a dit, si vous en mettez à votre budget, on va être partenaire avec vous autres, on va mettre le même montant que vous mettez, sans analyse. Okay. Comme ça, les entreprises ont accès à de la subvention de la part de la municipalité. Et nous, les prêts qu'on fait, c'est on a congé de remboursement pendant 3 ans, des conditions très, très, très avantageuses. Donc, je pense que ça peut être un outil de développement très important, très intéressant pour les municipalités. Dolbeau-Mistassini a lancé la sienne cette semaine, son fonds de développement. Le secteur géant a déjà un fonds de développement qui est existant, qui va être jumelé aussi avec notre fonds. Mais chacune des municipalités a le loisir là, de se doter d'un tel fonds. Puis c'est un outil supplémentaire qu'on a pour aider nos entreprises. Est-ce que c'est vu comme, mettons, complémentaire dans le sens pour en donner plus à plus d'entreprises ou donner plus d'argent aux mêmes entreprises qui ont accès déjà au fonds?
sais pas si tu me comprends ma question. Non, je pense que ça peut être pour d'autres entreprises qui sont peut-être pas adaptées là, pour des fonds qu'on a déjà, parce qu'il faut mentionner qu'il y a quand même beaucoup de fonds disponibles là, pour des entreprises qui veulent faire du développement. Il y en a chez nous, mais il y en a SADC, il y en a chez Investissement Québec, il y en a Développement économique Canada, il y a plein d'instances là, qui sont là pour du financement. Je pense qu'on va pouvoir aider plus d'entreprises, parce que là, c'est la municipalité elle-même qui est responsable de mettre ses critères, puis qui va faire ses analyses, puis c'est de la subvention. De la subvention, il n'y en a plus beaucoup pour les entreprises, donc ça peut être un incitatif supplémentaire pour les entreprises. Puis si un projet est accepté par une municipalité, automatiquement, vous dites oui, si la municipalité l'accepte, nous, on accepte. Nous, on accepte, on fait le versement sans analyse supplémentaire. Donc, je pense qu'on donne une belle liberté d'action aux municipalités qui voulaient s'impliquer dans le développement économique. Donc, pour nous, c'est une marque de confiance qu'on... oui, parce que vous ne centralisez pas ce pouvoir-là, vous le laissez aux municipalités. Je pense que c'est très simple. Notre volonté, puis dans notre planification stratégique, c'est de travailler en concertation, d'être un partenaire, un facilitateur. Puis je pense que ce fonds-là, c'est un bel exemple. On ne veut pas être une MRC centralisatrice, on veut vraiment travailler en partenariat. Puis on est là pour développer des partenariats. Puis dans le cas du COVID, ça a été un bel exemple parce qu'on a travaillé avec toutes les instances de développement économique du territoire. On a réussi à enlever notre chapeau. Moi, la couleur du chèque qu'on donne aux entreprises, là, ça m'importe peu. Pourvu que les entreprises soient aidées, on les réfère aux bonnes portes d'entrée pour avoir du financement, pour les soutenir dans cette crise-là. C'est vraiment l'attitude qu'on veut avoir à la MRC. Parfait. Il y a un fonds aussi régional pour le développement. Oui, il y a un nouveau fonds qui a été lancé cette semaine. Je tiens à mentionner pour que les entreprises en prennent connaissance. Il y a 3 volets dans ce fonds-là. La MRC, on a investi 43 000 $ dans ce fonds-là. Il y a aussi le privé qui est impliqué, qui fait en sorte qu'on a un fonds de 3/4 million pour aider les entreprises. Donc, il y a un volet un peu numérique, là, comme on a mis sur pied ici, donc qui est disponible là, qui peut être un complément à ce qu'on fait déjà. Mais je tiens à mentionner aux entreprises d'aller voir là, les critères, parce qu'il y a quand même des belles opportunités à ce niveau-là. Il y a 15 000 $ de disponibles mais dans le cas de la crise actuelle, je pense que c'est bien vu d'avoir des programmes d'aide pour aider. Ça peut être un atout supplémentaire des entreprises là, pour se développer et passer à travers la crise. Clairement. Ouais. Puis il y a un fonds aussi d'innovation qui est mis sur pied par la MRC. Actuellement, on le travaille. Il n'est pas encore lancé. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est un peu la philosophie qu'il faut qu'on ait. On a des fonds, mais on n'est pas parfait. Quand on voit qu'on a des secteurs où on n'est pas capable d'intervenir, il faut réfléchir pour voir comment on pourrait s'impliquer pour aider soit nos OBNL, nos organismes communautaires, ou même nos entreprises. Puis c'est pour ça on travaille actuellement, on veut lancer prochainement un fonds innovation qui va encourager les entreprises à innover, développer des nouveaux procédés, faire des études de marché, des études de préfaisabilité. Donc, on est en train de peaufiner le projet, de le travailler, mais on aurait même du financement en subvention qui serait rattaché à ça si les entreprises réalisent le projet. Donc, il y a des conditions quand même, là, mais on veut que ça aboutisse à des projets concrets. Donc, on aurait une belle opportunité parce qu'on a de la demande à ce niveau-là. Puis, dans le cas de la pandémie actuelle, je pense que si ça peut inciter des entreprises à innover, développer des nouveaux procédés, des nouveaux produits... Je pense que c'est un bon temps quand même. C'est comme une pause obligatoire. Donc, c'est peut-être le temps aussi d'essayer de développer ou de regarder comment on peut changer, sortir de son paradigme, faire les choses autrement, puis amener de l'innovation. On se targue qu'on manque d'innovateurs, d'innovation au Québec. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que c'est pas évident pour une entreprise, là, t'es dans ton roulement, puis là, il faudrait que tu investisses de l'argent dans l'innovation, mais tu sais pas si ça va marcher. Fait que cette aide-là est vraiment le bienvenu. Oui, c'est un gros coup de pouce, là, parce que c'est souvent des gros sous là, pour travailler des projets comme ça. Puis dans le cadre actuel, les entreprises sont souvent à court de liquidité ou très, très près de liquidité là, avec le fonds de roulement. Donc, en investissant et en les soutenant là-dedans, ça va peut-être les inciter à faire des projets qu'ils n'auraient pas fait en raison des conditions actuelles économiques. Là. Génial. On va parler de Milo. Milo, c'est rare, non, mais je suis content, c'est rare qu'on parle de Milo. On aime bien Saint-Louis de Milo. Un projet de mini-éco-centre, si j'ai bien compris? Oui, Milo, c'est pas dans notre MRC. Il faut mentionner que c'est dans la MRC voisine. C'est pour ça que j'en parle pas souvent. Tous les territoires non organisés au nord de Saint-Louis de Milo, la ZEC des Passes, mais aussi tous les territoires qui sont situés au nord de ce territoire-là, ça fait partie de notre territoire de MRC en grande partie. Et on a une demande de villégiateurs pour implanter un mini-éco-centre, pour gérer les matières résiduelles. Puis on l'a vu que le feu cet été, là, c'est vraiment un besoin parce qu'on a implanté des containers sur place pour les ramasser, surtout le métal, là, la tôle, tout ce qui n'avait pas brûlé dans le feu, les camps qui ont malheureusement passé au feu. Ça a été un franc succès. Les gens ont vraiment apprécié le service.
Mais vers la fin, on s'est même aperçu que les gens utilisent, même s'ils n'avaient pas passé au feu, ne se privaient pas pour utiliser les services de ce mini-éco-centre-là qu'on avait implanté de façon temporaire plus au nord. Mais c'est très bien, là, parce qu'on est conscient que c'est un besoin. On est conscient que les gens, souvent, ont des camps ici, mais de plus en plus, c'est des gens qui demeurent à l'extérieur. Donc, ne veulent pas ramener des déchets à la maison, ou ont des gros volumes de déchets. Donc, en passant, peuvent les déposer à cet endroit-là. On a le même type de projet de montée à Girardville, pour le secteur de villégiature qui est là. Donc, il est très apprécié des villégiateurs, très utilisé. Donc, c'est pas vraiment un vrai éco-centre, mais on appelle ça un mini-éco-centre. C'est la Régie des matières résiduelles qui va nous aider à gérer ça, mais c'est nous qui va payer la MRC, parce que c'est nos TNO, là, on en a la gestion pour les matières résiduelles. Mais les gens vont pouvoir déposer leur recyclage ou leurs déchets dans cet endroit-là. Par la suite, on verra les services qu'on déploiera plus tard, mais on commence vraiment avec un site de base, avec des gardiens, avec une certaine période d'ouverture. Donc, on vient tout juste de compléter l'aménagement, mais on se comprend qu'embaucher une ressource à ce temps-ci pour quelques semaines, c'était pas nécessairement très, très avantageux. Donc, on va débuter les opérations réelles au printemps prochain. Le temps d'organiser bien tout ça. Oui, de bien structurer, d'embaucher les ressources. Mais je tiens à mentionner que c'est vraiment un site où c'est notre plus gros site de villégiature, là, parce qu'il y en a même dans la MRC du Fjord qui utilise le chemin des passes. Donc, c'est pour ça qu'on l'aménage. On devrait avoir beaucoup de visites. Puis avec la RMR, on pense que ça peut devenir un modèle au Québec, là, comment gérer les matières résiduelles des territoires non organisés des villégiateurs. Hey, je vais faire du pouce sur ce sujet-là quand on parle de déchets, de recyclés puis d'éco-centres. Le compostage arrive, là. Oui. Comment ça se passe? Avez-vous beaucoup de questions? Avez-vous... on a inauguré la première plateforme de compostage ici à Dolbeau-Mistassini, justement hier, mercredi. Ça va très, très bien, puis on est très bien organisé, puis je pense qu'on a fait des bons choix aussi. À la Régie de matières résiduelles, on a une belle équipe. Puis les administrateurs, on a choisi d'utiliser des technologies simples et prouvées. On veut vraiment aller au niveau du compostage. Il y a plein de technologies, de biométhanisation, plein de choses, mais c'est pas nécessairement encore au point. Donc, nous, on veut pas gambler, si on peut dire un anglicisme, l'argent des citoyens. On veut utiliser des technologies connues qui coûteront pas trop cher. Donc, c'est pour ça qu'on travaille le compostage avec des plateformes de compostage. On a des dômes. Ça va être aussi, là, vous allez voir, là, la gestion financière qu'on fait, c'est un coût très minime par rapport à d'autres régions au Québec qui font du compostage sur la facture des citoyens. Pour nous autres, c'était important. Donc, les gens, là, on commence la collecte à la mi-octobre chez nous pour le compostage. Les gens peuvent commencer, ont leur bac brun. Il y a des techniques, il y a plein de choses aussi là, sur Internet ou sur le site de la Régie des matières résiduelles, des petits trucs, utiliser le congélateur aussi, des fois pour des viandes ou des choses comme ça. Donc, il y a d'utiliser aussi des journaux. Il y a plein de petits trucs là, qui sont mentionnés. Les gens, j'incite les gens à prendre connaissance, mais c'est très important, ça diminue beaucoup nos gaz à effet de serre, ça prolonge la durée de vie de notre site d'enfouissement. Puis un site d'enfouissement, c'est très, très coûteux à implanter, très difficile. Donc, c'est un bon geste citoyen de composter, puis j'invite les gens à le faire. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec le compost? C'est une question que j'avais dans mon émission d'actualité aujourd'hui, parce que moi, j'ai vu des modèles, entre autres aux États-Unis, à San Francisco, où on revend à bas prix le compost aux agriculteurs du coin, parce que c'est de l'engrais qui coûte pas cher, puis qui est très bonne, puis qui est pas chimique, là, en fait. Qu'est-ce que vous avez prévu faire avec le compost? Bien, premièrement, le compost qu'on va produire va être de qualité numéro 1. Là, ça va être un compost de très, très bonne qualité, utilisable pour le jardinage. Il n'y a aucun problème. C'est ce qu'on veut. Puis nous, la volonté du conseil d'administration, c'est de le redonner gratuitement aux citoyens. On ne veut pas que les citoyens paient pour ça. On a plusieurs scénarios. On a tout notre réseau d'éco-centres qui peut servir. Donc, on veut vraiment le rendre disponible aux citoyens, peut-être aussi aux municipalités. Il faudra voir, là. Parce que les municipalités aussi, des plates-bandes, ont plein de choses. Mais on veut voir comment que les citoyens pourraient l'utiliser, puis inciter les citoyens à composter et à jardiner. Hein. C'est des saines habitudes de vie, donc on est dans cette mouvance. Oui. Ben oui, moi, j'utilise mon compost que je fais, puis j'ai vu la différence vraiment là, dans mes légumes, dans mes arbres, etc. Là, c'est une excellente idée, puis en plus, c'est bon pour l'environnement. Ben oui, oui. Dans les dépotoirs, ou les lieux d'enfouissement technique, il y a du méthane, on en brûle, mais il y a encore du méthane qui s'échappe. Donc, le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup plus important que le CO2. Donc, en étant aéré, ça ne dégage pas de méthane, là, les plateformes de compostage. Donc, au niveau des gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus avantageux de faire du compost que d'enfouir nos déchets verts. C'est clair, c'est clair.
Puis, oui, on ne parlera pas du jus de ruissellement, là, ça a un nom, tu sais quoi, là, mais tu sais, c'est tout ça, là, en tout cas. Diagnostic territorial, autant au niveau des ressources externes que des ressources humaines. C'est quoi ce projet-là? C'est quoi l'objectif, en fait, de ce projet-là? Ça, c'est un projet. Le ministère des Affaires municipales a lancé un fonds pour inciter les municipalités à tenter de trouver des partages de ressources, des façons de partager des ressources. Je pense que c'est une belle initiative, puis il y a des fonds qui vont être de plus en plus importants pour ça. On ne veut pas en arriver à des fusions. Puis moi, dans la campagne que j'ai faite, la campagne électorale la dernière, puis encore aujourd'hui, je ne veux pas fusionner les municipalités. Les municipalités ont leurs couleurs, ont leur appartenance. Je ne veux pas en arriver là. Mais est-ce qu'on peut partager des ressources pour être plus efficace, pour être capable de payer des meilleurs salaires, pour attirer des meilleurs candidats? Les responsabilités sont de plus en plus importantes, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de l'eau potable. C'est des responsabilités qui sont croissantes que les municipalités ont à gérer. Et si on se regroupe, ça va être beaucoup plus facile de gérer ces responsabilités-là, puis ça va coûter aussi moins cher. Oui. Quand on parle de partage de ressources, ce qu'on veut dire, là, pour être sûr que les auditeurs là, nous comprennent bien, c'est par exemple, moi, dans ma ville, j'ai besoin d'un avocat, mais je n'ai besoin 2 jours semaine. Fait que là, j'en trouve pas parce qu'il n'y en a pas qui veut faire 2 jours semaine. Mais si la municipalité à côté elle en a besoin d'un jour semaine, puis l'autre, on est capable ensemble d'embaucher quelqu'un puis de donner un salaire à l'année, mais donc selon nos besoins. C'est ça? C'est à peu près ça. On parle surtout de ressources humaines, on ne se le cache pas. C'est vraiment un bilan au niveau des ressources humaines qu'on veut faire. Puis on a la ville de Beaume-Stesny aussi qui peut offrir beaucoup de services aux municipalités environnantes. On a le secteur de Normandin, le géant qu'on appelle, Albanel, Normandin, Saint-Thomas, Saint-Edmond-Girardville, qui, eux, se regroupent déjà puis coopèrent déjà là, pour certaines ressources. Puis ça, je tiens à donner l'exemple du service incendie. Les gens n'ont pas conscience, mais auparavant, c'était une gang d'amis qui partaient avec des seaux, puis on allait éteindre le feu, puis c'était la bonne franquette, on va dire comme ça. Mais aujourd'hui, les normes des schémas de couverture de risque, si on veut être assuré, si on veut avoir des primes d'assurance qui sont pas trop élevées, on a des obligations de couverture avec des délais de temps. Donc, les normes ont été tellement resserrées qu'on n'a pas eu le choix de se regrouper pour se doter d'un service incendie convenable qui répond aux normes. Ouais. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour d'autres services? L'eau potable, les normes sont resserrées d'année en année. Les gens n'ont pas connaissance, mais c'est de plus en plus sévère. On se souvient qu'il y a déjà eu Walkerton en Ontario, où il y avait eu des gens qui étaient décédés, là, un scandale d'eau contaminée. Mais tu ne dis pas que c'est dangereux d'en arriver là, mais quand il y a des événements comme ça, le gouvernement tend à resserrer les normes. Donc, nous, on gère ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a possibilité là, de travailler plus efficacement. L'urbanisme, l'inspection municipale, le greffe, tout ce qui est avocat, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les loisirs à rigueur, il y a plein de services là, qu'on peut travailler plus étroitement, plus efficacement. J'irais même jusqu'à dire des directions générales. On pourrait même... La perception des taxes municipales. Il y a plein de services que aujourd'hui, avec toutes les technologies, qu'on pourrait rendre plus efficaces puis se doter de ressources communes sans enlever l'appartenance du territoire aux citoyens. Oui, c'est ça, je pense, qui est le plus important. Puis c'est la peur, quand on parle de centralisation des services, c'est la peur souvent que les citoyens ont. Mais si on est capable si dans la municipalité, on sent que la ressource, elle vient dans la municipalité, elle travaille là, puis elle se promène, mais pas là nécessairement tout le temps, bien, ça crée aussi un sentiment d'appartenance au sein de la MRC, puis c'est un avantage financier et au niveau des services pour tout le monde. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est tellement difficile d'embaucher du personnel que si on est 3, on est capable d'aller chercher une ressource, de payer un bon salaire, on peut aussi avoir une personne compétente puis d'attirer des candidats qui ne seraient pas venus en temps normal avec les salaires qu'on offre si on est tout seul de notre côté. Là. Oui, c'est ça. 2021 s'en vient. Si on se dit qu'en 2021, on a trouvé un vaccin pour le COVID et que la vie reprend normalement, sur quel projet tu avais le goût de travailler là, ou tu as le goût de t'impliquer pour l'année qui s'en vient? Bien, pour l'année qui s'en vient, là, on a beaucoup de dossiers qui s'en viennent. Là. Au niveau du PDAA, on travaille le plan de développement des activités agricoles. On a une consultation qui s'en vient à l'automne, donc on veut vraiment travailler ce volet-là de nos agriculteurs. On a lancé un comité aussi, c'est très dynamique. On a le plan de développement, le plan directeur de développement touristique aussi, qui est un gros chantier qu'on lance là, actuellement. Puis on travaille de concert avec le parc pour travailler la passerelle de la rivière Péribonka. Donc, on a encore eu une rencontre avec le parc tout à l'heure. C'est un beau projet, un projet vraiment fédérateur qui s'en vient. Et il y a d'autres dossiers qu'on travaille aussi
que l'année prochaine, on va avoir des développements. On a 2 fonds qui ont été mis sur pied par le gouvernement du Québec dans la signature du pacte fiscal, dont un fonds signature innovation et un fonds de dévitalisation, un volet de dévitalisation. Donc, on a ces 2 projets-là. On a 1,2 million sur 5 ans dans chacun des fonds. Donc, on a au-dessus de 2 millions pour développer des nouveaux projets. Donc, ça va être un gros chantier l'année prochaine. Entre autres, signature innovation, c'est un projet, je pense, là, où on peut se démarquer. On a des idées de projets au niveau de la forêt qu'on pourrait travailler, au niveau du marketing territorial. Bref, on est vraiment au départ. On veut consulter la population aussi, on veut consulter les organismes pour voir comment on peut développer des projets qui vont nous ressembler puis qui vont nous permettre de se distinguer et de se développer aussi, là. Donc, on a beaucoup de travail là, pour les années qui s'en viennent, effectivement. Super. Et ma dernière question, la question qui tue. Oui. Dans un an, ton poste de préfet va tomber en élection. Est-ce que tu sens que tu as la fibre pour te relancer l'an prochain ou tu veux pas me répondre? Bon, je vais regarder ça à tous les politiciens qui viennent voir. Je vais regarder une réserve. Là. Je vais regarder jusqu'au printemps, l'été prochain. Là. Mais pour l'instant, les 3 dernières années, je pense que c'était des belles années. Là, des années où on a apporté beaucoup de changements, vraiment changé aussi l'esprit, la mentalité de la MRC, la collaboration qu'on fait avec les autres organismes, les entreprises. Je pense qu'on a fait des grands pas. Mais pour ce qui est de mon futur, on va se garder une petite réserve puis on va faire des annonces. Je te reposerai la question l'an prochain. En tout cas, tu sembles bien fier du bilan que tu as fait. Merci beaucoup aussi. Tu es toujours disponible pour venir nous parler. C'est très apprécié. Les citoyens sont sûrement aussi de mon avis. Merci, Luc Simard, préfet de la MRC Maréchal-de-Lenne. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Dans les commerces, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, les clients, les clientes, les employés, tout le monde qui m'entoure. Parce que le COVID-19 est toujours là, il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19.